Bayes Home. Je vous laisse arriver tranquillement. Oui, bonjour. Je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin et sophrologue et j'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine pour nous aider à mieux comprendre notre chien. On va inviter des spécialistes, c'est le but des petites interviews Bayes Home. Et aujourd'hui, pour fêter ces 2 ans, je réinvite ma toute première invitée qui est Romy Sauvageau. Donc, je vais voir si elle est... Pendant que je lance l'invitation, je vous laisse tranquillement arriver. Bienvenue. Alors, le temps que Romy Sauvageau se connecte, je vais vous parler du thème qui est la relation chien-enfant. Voilà, comment aborder ce thème très très important, je dirais même fondamental, dans la vie de nos enfants et de nos chiens. Alors, je vois que Romy est là. Bienvenue à tous, à toutes. Le temps que Romy nous reconnecte, je vais l'inviter. Romy, je t'invite parce que ça me dit que tu peux pas participer, donc c'est moi qui lance l'invite. J'espère que tu vas la recevoir. On va prendre le temps. Et j'en profite. Et ben voilà. Salut Romy. Salut, Comment ça va? vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Tu m'entends bien? Oui, oui, j'avais du mal à... J'ai fait une demande et ça marchait pas, donc là c'est Oui, bon. j'ai vu, du coup, je t'ai invité. Donc, je vois que des personnes continuent de nous rejoindre. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On fête les 2 ans des petites interviews Bayes Home. Donc, tu as été la toute première à accepter mon invitation, à me faire confiance sur ces lives. Donc, encore merci. Et Et donc, joyeux anniversaire. merci. Donc, ça me faisait vraiment plaisir de te réinviter pour fêter ces 2 ans Deux autour ans. d'un thème que tu partages au quotidien, qui est la relation humain, enfin enfant-chien plus particulièrement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc moi c'est Romy, je suis comportementaliste éducatrice canin depuis maintenant ça va faire 15 ans, j'entame ma 15e année. Je suis basée dans l'Oise, au nord de Paris. Et donc moi j'accompagne aujourd'hui beaucoup plus les professionnels et les particuliers, mais dans le cadre de stages. J'ai quasi arrêté les consultations individuelles, mais j'ai longtemps fait ça. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup la connaissance du chien et la sensibilisation au langage canin, bien comprendre son chien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés qui sont liées à ça et aux mauvaises interprétations. Et donc, je suis formatrice depuis 2019, notamment chez Animotopia, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et je propose donc dans les stages aussi, j'en propose d'ailleurs avec toi, la formation émotion et langage canin, où on va parler un petit peu du côté émotionnel et de la compréhension du langage canin. Que dire de plus? Non, et j'ai aussi, pourquoi je parle de ce sujet-là? Donc oui, je suis maman d'un enfant de 10 ans et qui a toujours vécu avec des chiens, mais j'ai surtout fait des animations dans les écoles sur la cohabitation, sur la communication entre enfants et chiens. Donc c'était il y a quelques années, j'ai arrêté là aujourd'hui un petit peu. C'est quelque chose qui pourrait me plaire de reprendre un petit peu, mais bon, manque de temps. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ça et je te remercie de m'avoir invité à ce Avec sujet. plaisir, on va vraiment creuser. Et oui, je rebondis sur la formation qu'on propose ensemble, qui est assez pertinente parce qu'effectivement, on va décortiquer les émotions, le système nerveux, mais tu apportes aussi, et d'ailleurs tu proposes aux participants, si elles le souhaitent, d'envoyer des vidéos. On décortique le langage canin, tout ça. Donc c'est très intéressant. C'est par Zoom, donc c'est ouvert dans toute la France. Et c'est les samedis, dimanches 20 et 21 septembre, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus d'infos, on vous répondra. Donc, on va commencer sur ce thème. Déjà, le bienfait. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant de partager sa vie avec un chien?
Donc évidemment, ça va dépendre de toute la cohabitation, parce on peut vivre avec un chien sans partager d'expérience, mais le fait de vivre avec un chien peut quand même être très bénéfique pour lui. Alors déjà au système immunitaire, on sait que quand même côtoyer des animaux peut renforcer le système immunitaire. On sait aussi que ça permet aussi de vivre avec une autre espèce et de sensibiliser l'enfant à un autre monde qui n'est pas celui de l'humain. Donc pouvoir développer une capacité d'écoute, au niveau de l'empathie aussi, parce qu'on est aussi sur une relation où on peut prendre soin. Parce que si on a un chien à la maison, on apprend aussi à l'enfant que c'est pas juste il est là pour faire des câlins, c'est on doit le sortir, on doit lui donner à manger, on doit faire attention à lui, on doit veiller à sa santé, à son bien-être. Donc je pense que ce côté-là peut être très bénéfique. Mais encore une fois, si le cadre est bienveillant autour du chien, parce que si le chien il est attaché dans le jardin, les messages qu'on envoie à l'enfant, c'est que la considération du bien-être, elle n'est pas forcément située au même endroit, quoi. Ouais. Donc, ouais, il y a plusieurs petits points, mais ça va vraiment dépendre, je pense, de la relation déjà des adultes, comment eux évoluent avec le chien. C'est ça qui va vraiment énormément impacter derrière le comportement de l'enfant aussi. Et oui, et justement, comment ils vont transmettre le fait que un chien, c'est pas de le toucher tout le temps, c'est justement de savoir. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi, soit via les enfants pour qu'ils transmettent aux parents, soit des parents voilà. On sait qu'il y a beaucoup de morsures. Est-ce que tu peux nous parler on va rentrer dans ce qui fâche tout de suite. Est-ce qu'on connaît les chiffres sur les morsures et surtout comment les prévenir, ces morsures? Alors les morsures, moi j'ai pas de chiffres. Je sais que c'était la question, on avait préparé ça, mais j'ai pas regardé là sur les statistiques aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui le nombre de morsures intervient beaucoup plus dans les environnements familiers, soit dans les familles directement, soit chez des personnes que l'enfant connaît. Donc c'est des chiens des chiens que l'enfant peut connaître. Pourquoi? Ça explique aussi, ça s'explique par la proximité. Les enfants peuvent avoir tendance à penser que comme le chien est dans la maison, on peut se permettre beaucoup de choses, on peut s'approcher de lui. Comme tu disais, il y a l'impact du comportement de l'adulte. Si l'adulte est lui-même a beaucoup sollicité l'enfant et que l'enfant voit ça depuis même qu'il est né, quoi, il va avoir tendance à répéter ça. J'ai A eu le cas. beaucoup sollicité le chien. Oui. T'as dit l'enfant. Ah merde, pardon. Et encore, Apporter peut-être pas. Cela Solliciter. dit, aussi, oui. Oui. En fait, l'idée, c'est avec notre comportement, on va influencer quelque chose. Et si l'enfant nous voit toujours derrière notre chien, il aura tendance à le faire. Le problème, c'est que ce que peut accepter le chien de l'adulte, il va pas forcément l'accepter de l'enfant. Et il y a aussi des âges. Quand il est bébé, au départ, à la limite, il bouge pas beaucoup puisqu'il est dans son petit landau ou dans son petit lit. Mais quand il va commencer à marcher vers l'âge des 1 an à peu près, là, il va commencer à avoir des difficultés aussi à tenir debout. Il risque de s'appuyer davantage aussi sur le chien. Et si l'enfant a pris l'habitude de voir ses parents qui allaient solliciter le chien même dans le panier, il peut reproduire ça. Et le chien peut être beaucoup moins tolérant. Ça veut pas dire qu'il était bien quand les adultes le faisaient. Mm. Et encore, des fois, ils vont accepter ou être à l'aise avec ça. Mais quand c'est un enfant, s'ils sont déjà pas à l'aise, ça peut poser problème, surtout si les adultes ne savent pas reconnaître les signes qui indiquent un mal-être ou un stress au niveau du chien. Oui, puis si le chien est douloureux et comme tu dis que l'enfant se rattrape sur lui, il y a une réaction du chien, ouais, ça peut aller vite, ouais. Ouais. Et les morsures, et après, on sait qu'il y a quand même des impacts au niveau des races. Il y a des races aussi qui sont reconnues, elles sont pas plus mordeuses, ça veut rien dire ça. C'est qu'il y a des accidents avec certaines races, mais pourquoi? C'est parce que des gens se méfient moins ou des enfants se méfient moins. Comme tout ce qui va être golden, qui adore les enfants, c'est le gros cliché. Les labradors, des chiens qui ont une allure un peu plus peluche avec leurs poils, ils peuvent attirer énormément les enfants, et ça pose énormément de problèmes parce que ils ne savent pas en fait comment communique le chien, ils ne se rendent pas compte que le chien a besoin d'espace, et ça, le fait de cohabiter aussi avec un chien, et si on lui apprend dès le départ à respecter les limites, c'est ultra bénéfique parce qu'en grandissant, ça va être un adulte responsable qui fera attention aussi à comment se comporter avec le chien. Et justement, tu viens de le dire, le chien a besoin d'espace, le chien a besoin d'être tranquille quand il dort, quand il mange, etc. Quelles sont les autres erreurs que les humains parents peuvent faire qui peut augmenter ce risque de morsure? C'est aussi, par exemple, on sait que là, des enfants, alors, tout dépend de l'âge de l'enfant. Soit il vient d'arriver, il vient de naître, soit il grandit, commence à marcher, soit
il est un petit peu plus grand. Le problème aussi, c'est on va regarder quel espace il y a pour chacun. Parce que parfois, alors soit on peut avoir des grandes maisons et les gens disent mais regarde, elle est énorme la baraque, c'est bon, mon chien il est à l'aise. Oui, mais lui, il a accès qu'à une pièce par exemple. Il n'a pas accès à l'étage, aux autres pièces. Donc l'environnement au final, pour lui, il est très réduit. Et en fait, le chien qui peut pas se reposer, qui peut pas se mettre à l'écart, qu'on sollicite énormément, mais sans forcément aller en contact direct, ça peut être très perturbant. Et ça, les gens ne se rendent pas compte aussi du besoin d'espace et de repos. Et ça peut vraiment nuire. Et c'est pour ça que on peut dire aussi aux enfants, bah, allez aussi un peu jouer dans la chambre, restez pas forcément tout le temps dans le salon. Parce que quand on arrive, on voit des maisons, des fois, on sait très bien qu'il y a des enfants et on se rend pas compte qu'il y a des chiens. J'ai déjà eu plusieurs fois des questionnements par rapport à ça en me disant, mais là, on m'appelle pour un Mm. chien. Quand j'arrive, je vois qu'il y a des jouets partout, partout, Mm. mais il n'y a pas d'espace pour le chien. Mm. C'est juste qu'il joue un panier. Parce que quand l'enfant est arrivé, ce qui est normal, il prend de la place, ben, on a tendance aussi à mettre de côté le chien et ça peut poser problème. Le fait de mettre de côté, de moins le promener, par exemple, de moins interagir, ça peut aussi créer des difficultés pour le chien à s'adapter à ce nouvel être qui est l'enfant et de se sentir un peu mis de côté à cause de lui en fait. Et ça peut vraiment être très gênant aussi. Alors du coup, quel serait l'idéal? Alors ok, effectivement, il y a les jouets, il y a le landau, il y a tous les trucs, l'attirail pour le bébé. Et comment on peut faire pour que le chien là-dedans trouve une place, sa place? Alors il y a plusieurs choses, ça peut être déjà de favoriser des lieux de couchage différents. Enfin, ça c'est valable à la limite même pour quand on n'a pas d'enfant. Hein. Mais en tout cas, de s'assurer qu'il y ait plusieurs endroits où il peut se reposer, s'éloigner. Ce que j'aime beaucoup, et j'avais déjà utilisé ça pour mon précédent chien, moi Evan, c'était un chien très craintif et qui a eu des grosses difficultés avec mon enfant aussi quand il est arrivé. Alors au départ, ça a été quand il a commencé à marcher, bah mon fils commençait aussi à aller vers et on a eu quelques frayeurs parce qu'il s'est agrippé un petit peu Ouais. à notre chien. Notre chien qui a été quand même assez tendu à des moments en fait, mon grognait, on voyait clairement quand ça allait pas. Mais sauf que on peut pas être là tout le temps. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est des barrières, une barrière en fait qui sépare une pièce en deux, parce que parfois on n'a pas l'espace ou la configuration pour mettre des barrières bébés entre des chambres ou des couloirs. Là, le fait de mettre une grande barrière bébé aussi peut permettre à chacun d'être dans le même espace, mais séparé par cette barrière. Mm. Et cette barrière, c'est pas une punition, c'est pas un parc à chiot. Hein. Parc à chiot tout Ouais. petit, je ne conseille pas. C'est vraiment une barrière. Et en fait, ça permet que des fois les parents sont avec l'enfant, des fois ils sont avec le chien. En fait, tout le monde peut partager des moments, mais il y a une sécurité. Et aussi pour le chien et pour l'enfant. Le chien, il peut se dire, cool, en fait là, il va pas venir m'emmerder, le petit enfant. Et inversement, l'enfant aussi, ça lui apprend à, ok, il y a un chien qui est là, mais regarde, il a son espace. Les parents peuvent aussi expliquer, sans être en pression, parce qu'en général, si déjà il y a des risques, où on sent qu'il y a de la tension, on va être beaucoup plus au taquet. Je l'ai moi-même été. Hein. T'es là, attention, enfin tu sais, t'as des frayeurs et bah, tu sais très bien ce qui se passe au niveau émotionnel. On va pas forcément réfléchir à nos réactions. Et le fait d'avoir des petits espaces comme ça séparés peuvent être vraiment très bénéfiques pour que chacun s'observe et apprenne à respecter l'espace. Oui. Et à partir de quel âge, à peu près, on peut commencer vraiment à rentrer dans l'explication de dire, tu vois, et voilà, à partir de quel âge et comment on va aborder le langage canin? Là, tu as parlé de grognement, donc c'est déjà une étape claire et nette. Et comment on réagit à un grognement? Enfin voilà. Est-ce que il y a 15 questions? Ok, Est-ce que choisis? ok. Non, Débrouille-toi, choisis. que ça. En fait, ce qui est important, c'est des petits. Je sais que même bébés, enfin, ils comprennent les choses. Après, c'est de la répétition. Donc, par exemple, l'idée, c'est pas forcément séparer tout le temps. Je parlais des barrières. C'est pas qu'ils soient tout le temps en séparation, sauf s'il y a des risques, sauf si, enfin voilà, ça dépend des cas. Mais ça peut être à des moments, bah regarde, il y a le chien qui arrive. Même quand le bébé est sur nos genoux, par exemple, le chien arrive, on peut expliquer à notre bébé en disant, bah regarde, oh, regarde là, il arrive, tiens, est-ce qu'il va être caressé? Tu vois, on a notre main qui, par exemple, est à côté de notre genou. On voit le chien sentir, on peut dès le départ dire, bah regarde là, il vient sentir, non, il veut pas une caresse, regarde, on l'observe. Enfin, dès le départ, on va expliquer au bébé, avant même que lui parle. Hein. C'est très important, je pense. Et après, c'est nos comportements aussi qui vont être importants. De prendre de l'espace, de pas aller vers lui, de laisser venir, et après de dire, bah regarde, il détourne la tête, regarde là, il bâille. Expliquer tous les signes en fait qui peuvent indiquer que le chien est pas à l'aise. On parlait donc du bâillement, qui peut dans certains cas indiquer que le chien est pas à l'aise, le fait de détourner le regard, détourner la tête, avoir le blanc des yeux avec une tension dans le corps, le fait de grogner aussi. Et si le chien grogne, en général, les parents peuvent avoir peur, en se dire oh, attention, il va mordre.
Faut se dire que le grognement fait partie du langage canin Mm. et qu'à la limite, un chien qui grogne, c'est très bien. Mm. Alors les gens vont dire, ah bah super. Alors évidemment que c'est important. Il faut qu'il grogne. S'il grogne H24, en fait là, ça veut juste dire qu'il y a un gros souci dans la cohabitation. C'est que le chien, il est pas à l'aise, il a pas suffisamment d'espace, il est trop sollicité, enfin peu importe, ou il est fatigué, il a des douleurs, comme tu disais. Là, l'idée, ça va être de pouvoir expliquer en disant, il grogne, et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avec son langage corporel, avec ses vocalises, là, il est en train de dire, stop, là, je veux pas que tu t'approches. Et plus on va faire rentrer ça au quotidien dans l'échange avec le chien, ça va être très bénéfique parce que l'enfant va apprendre, il apprend tout de nous. Mais encore une fois, il faut que nous-mêmes, on soit exemplaires. Exemplaires entre guillemets, parce qu'on va pas l'être tout le temps, mais cohérent, ça veut dire que ce qu'on va demander à notre enfant, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Mm. Sinon, bah, l'enfant, il va avoir tendance à reproduire ce qu'on fait et pas juste ce qu'on lui dit. Mm. Donc, Et je trouve que c'est des beaux messages parce qu'en fait, ça montre bah, que l'enfant, lui aussi, il a le droit de pas être OK, de dire non, tu vois, de mettre des limites à des choses, que c'est pas l'adulte qui a tout pouvoir, etc. Donc, au final, oui, c'est un apprentissage. Mais encore faut-il, tout ce que tu viens d'énumérer, le langage canin, en avoir soi-même conscience et aussi notre propre réactionnel par rapport au grognement. Souvent, les grognements du tac au tac, il y a punition, il y a, tu vois. Donc ça, faut, comme tu dis, il faut retransmettre que c'est que de la communication. bah, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de connaissances et comme il y a beaucoup d'idées reçues encore sur le langage canin, on le voit tous les jours, hein, nous, en tant que pro, un chien qui grogne, c'est perçu comme un danger, comme un chien qui devrait pas, en fait, qui dépasse les limites. Non, il communique juste son inconfort. Et le fait de faire des parallèles aussi avec l'enfant en disant, bah, regarde, toi, quand t'es en colère, comment tu dis? Toi, quand t'as pas envie d'un câlin, comment tu fais? Et c'est pour ça que même en consultation, des fois, on va faire dessiner les enfants, ou en séance d'animation, avec des peluches aussi, on va les faire interagir en disant, bah, regarde, là, qu'est-ce qu'il te dit? Toi, par exemple, quand ton frère ou tes parents, ils viennent te faire un câlin, est-ce que t'as toujours envie? En général, les enfants, ils vont dire à un moment non ou des fois oui, des fois non. Et ben là, on leur explique que c'est pareil et que lui, il va avoir sa façon de parler. Et c'est pour ça que des petits, même lire des histoires avec des livres bien faits sur la communication du chien ou sur les risques aussi entre enfants et chiens, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est de la lecture qu'on peut faire des petits. Hein. Donc, T'en as euh, recommandé ou de... là, en tête, je vais pas. À la limite, je t'enverrai un lien, mais là, j'en ai pas tout de suite. Oui, oui, Le on le langage canin, mettra. ouais. Après, c'est des petits visuels qu'on peut trouver facilement sur Il y a Internet. tout ce qui est Par exemple, Pécra, mais est-ce qu'ils ont une base de bah, ils où n'ont on pas peut... des bases de données, Pécram, donc c'est une formation aussi que j'avais faite et que tu avais faite aussi. Non, Non, j'ai tu l'avais pas pas faite. fait. Non. C'est Chantal Hazard qui permet aux pros de différents milieux de pouvoir faire de la prévention morsure. Là, en fait, non, il y a des packs. Si tu veux faire la formation, tu repars avec un pack. Ouais. Mais sinon, accessible en ligne, il peut y avoir, on tape, par exemple, on ne fait pas un chien ce qu'on ne fait pas à un enfant. Et là, ça donne plein de petits visuels Oui. sympas. Je sais qu'il y a quelqu'un, une éduque à l'époque, mais j'arrive plus à retrouver le nom, qui avait écrit un petit bouquin aussi. Bah, si vous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser après coup pour le replay des références. Et puis, il y a aussi ton e-book sur le langage canin. Ça peut être, voilà, on peut, les photos, il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées, Oui, mais sur déjà intégrées par des l'adulte. photos. C'est ça, et après, avec des peluches toutes bêtes, hein, enfin, évidemment, il faut que l'adulte se forme au langage canin. Ouais, c'est ça. Et il y a plein d'accès aujourd'hui, bah, même sur le langage canin en livre, il y a Charlotte Durandon qui avait fait un livre aussi sur le langage canin assez complet. Thury Drugas, c'est les signaux d'apaisement, c'est la chose là de base, mais ça peut être aussi intéressant. Et après, avec la peluche, de pouvoir montrer, et puis de dire, mais à ton avis, enfin, est-ce que là, il a envie ou pas envie? Et est-ce qu'il a le droit aussi de dire qu'il a envie ou pas? Mm. Et ça, je pense que quand tu parlais tout à l'heure aussi des bénéfices pour l'enfant, c'est apprendre aussi à reconnaître, soit à mettre des mots sur ses émotions, aussi à mettre des limites et dire, bah, le chien, regarde, il le fait, bah, toi aussi, tu as le droit de dire non. Tu as le droit aussi de pas accepter les bisous. Bah, le chien, c'est pareil. Les caresses, est-ce que tu aimes bien qu'on te touche les cheveux? Bah non, c'est pareil. Là, il est en colère, bah, comment il va le dire, le chien, et toi, comment tu vas le dire? Si tu es triste, comment tu le dis? Bah, comment ton chien, il le dit? En fait, ça met des parallèles. C'est ça qui développe l'empathie aussi. Ah mais ça serait c'est un monde idéal parce que justement on le sait bien que au niveau des émotions
les adultes, la grande majorité, n'ont pas la formation. Si du tac au tac on demande quelle émotion, quelle est la fonction, on le voit dans nos formations, les personnes rament un peu. Et donc ça veut dire que ça serait une porte pour effectivement se former à ça et dire que ça existe, du coup autoriser toutes ces émotions. Euh, Ouais. ouais, tout d'un coup, ça ouvre des portes. Alors, par rapport à la première rencontre, donc on va imaginer plusieurs scénarios. Peut-être le bébé, effectivement. Là, peut-être qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le chien. Et un autre cas de figure, l'enfant a 10 ans et c'est un chien de refuge, par exemple. Si sur ces deux thèmes, si tu peux un peu développer. Yes. Bah alors le bébé qui vient d'arriver, alors en général, alors l'idéal c'est de le préparer en amont. Donc parce que le problème c'est que des fois les gens nous appellent en disant mon chien alors déjà il supporte pas les enfants, puis dans 2 semaines je vais avoir un bébé. Ok. Alors si on peut, c'est en amont vraiment déjà configurer, penser à l'espace. On sait que par exemple si à un moment on aura besoin de séparation et tout, d'introduire les fameuses barrières à des moments, pas tout le temps, hein, mais pour banaliser les barrières et que le chien aussi puisse avoir un endroit tranquille s'il a envie d'y aller. Que si on met des barrières à un moment pour séparer, la fameuse grande barrière aussi, ça peut être intéressant. D'anticiper aussi, on sait que à l'arrivée du bébé, en tant que maman, je sais ce que c'est qu'on est prise par notre bébé, on va être beaucoup plus fatigué, ce qui est normal. Tout dépendra aussi de comment s'est fait l'accouchement et la grossesse. D'avoir du soutien. Donc alors soit on a notre conjointe ou la famille ou après des dog walkers qui peuvent aider, être là pour pouvoir répondre aux besoins du chien qui sont par exemple les promenades. Un chien qui va manquer de balade par exemple ou de mastication s'il en a énormément besoin parce qu'on le met un peu de côté, évidemment qu'il va accumuler des tensions et ça peut être plus compliqué. Donc s'il est déjà bien détendu, si à l'arrivée, par exemple, on sait que après la clinique, après l'accouchement, on aura besoin de quelques jours. Si on peut aussi faire garder son chien, parfois ça peut être le cas, par des gens de confiance, ça peut être aussi un bon moment en fait. On se dit on va arriver, on va s'installer dans la maison avec notre bébé et le chien peut arriver après. Si c'est pas possible, c'est pas grave, du moment qu'on a une aide conjointe, comme je disais, avec la famille, qui va être présent aussi pour pouvoir en fait sortir le chien. Après, en fait, tout va dépendre des présentations, ça va dépendre de comment est le chien en temps normal. Est-ce que c'est un chien qui est relativement à l'aise dès qu'il y a de la nouveauté? Comment il réagit de base avec les enfants? Quand il y a quelqu'un qui arrive, comment il réagit? Si on sait que c'est déjà très très fort à chaque fois et qu'en plus il n'a pas vu la femme qui était absente depuis un moment et qu'ils ont une relation très forte, bah, on peut aussi se dire bah on va être un petit peu à l'extérieur si possible. S'il fait pas -15 et que le bébé il faut le mettre à l'intérieur. Sinon, ça peut être, ben, on va avoir un petit temps dehors, une balade, ou sinon, eh ben, à l'intérieur. Si l'espace le permet, et que le chien peut être à l'aise, et ben, on a notre bébé, puis on va laisser sentir. C'est important parce que ça, en général, les gens ont peur. Dès qu'il y a le contact, les gens se disent, oh, attention, il va réagir. Tout dépend du chien, encore une fois. Ça dépend des problématiques. Mais si le chien, en fait, il a besoin de sentir, évidemment, tu vas pas mettre la tête du bébé sur la gueule. Mais tu laisses sentir un peu les pieds et surtout d'être le plus détendu possible. Si nous-mêmes, on est tendu parce que on sait qu'il y a des antécédents avec notre chien, par exemple. Les fameuses barrières peuvent être très bénéfiques parce que le chien, on sait qu'il a d'énormes capacités olfactives. Il va pouvoir observer, il va pouvoir sentir et surtout nous sentir détendus. Le piège, c'est d'être très tendu, très crispé et d'être toujours derrière notre chien par peur qu'il fasse quelque chose. Ouais. En fait, d'apaiser, on va faire monter en tension le chien et nous-mêmes réagir. Donc en fait, il faut être sûr d'être dans un environnement assez serein, d'avoir confiance en son chien. Et si c'est compliqué, eh ben on va s'aider d'autres personnes aussi pour faire des présentations progressives. Et si le chien et le bébé peuvent pas être en contact direct, eh ben on aménagera l'espace pour que ça se fasse progressivement. En fait, il faut vraiment laisser le temps. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de trucs et astuces. Il faut observer. C'est pour ça que la base de tout, c'est le langage canin pour pouvoir comprendre comment se sent son chien, dans quel état émotionnel il est. Est-ce qu'il a besoin un peu de décharger Eh ben, on va aller le promener un peu plus. On va lui donner un peu plus de mastication. On va lui aménager plus d'endroits où il peut se reposer. On va se partager notre temps aussi avec notre conjointe pour pouvoir équilibrer aussi. Si on peut nous-mêmes marcher, si on vient d'accoucher, bah, d'aller promener son chien, de partager des moments. Enfin, tu vois, vraiment équilibrer les choses et après observer comment ça évolue. Mais je peux pas dire un truc, tu fais un protocole, c'est impossible. Ça va dépendre vraiment du chien, de l'enfant, des parents, de tout ça. Il y a des personnes qui continuent de nous rejoindre, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Oui, je reprends le fil au niveau. L'enfant de 10 ans, tu disais aussi. Pardon? L'enfant de 10 ans ou non, Oui, c'est voilà. pas ça.
Le deuxième cas, quand tout est installé et un chien de refuge qu'on adopte, ou même un chiot d'ailleurs, comment on peut, est-ce que là, t'aurais des tips à donner? Donc là, c'est évidemment pareil, un choix en fait. S'assurer, par exemple, si c'est un chiot qui arrive, que ce soit avec l'élevage ou le refuge, si y a même un chien adulte, normalement, les pros ou les associations vont vraiment en fait questionner la famille pour être sûr que bah ce chien puisse être à l'aise dans cet environnement. Donc déjà, c'est la base de faire un bon match, un maximum. Après, ça va être de vraiment laisser le temps en fait à chacun. Il faut qu'on puisse observer le chien. Après, c'est plus on va sortir à l'extérieur, plus ça peut être bénéfique si on sait que le chien est moins à l'aise à l'intérieur, parce qu'en fait, ça va créer du lien en fait entre chacun, mais de manière indirecte. Personne va être forcé de rester l'un avec l'autre où il n'y a pas une grande proximité, donc ça peut être intéressant. Si le chien est très à l'aise, bah déjà c'est d'avoir sensibilisé à la limite l'enfant aussi au langage canin pour regarder et surtout lui laisser s'installer, le laisser prendre des marques. Si on est trop derrière lui, c'est là que ça peut être problématique, le laisser dire, bah, on regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, toujours en fait à pouvoir s'ajuster. Et s'il y a besoin de sécurité, bah, encore une fois, les fameuses barrières ou des pièces séparées, ou peut-être gérer certains moments. On sait qu'il y a des moments, par exemple, autour de la nourriture qui peuvent être parfois problématiques en fonction de l'histoire du chien. Ça peut être au moment de l'arrivée, les enfants qui descendent aussi, ça arrive souvent en clientèle. Les enfants, ils me disent, mais le chiot ou le chien adulte arrive et il saute dessus à chaque fois. À chaque fois qu'on m'a demandé, c'est comment est-ce que tu descends les escaliers? Comment est-ce que tu arrives? Et parfois, ça peut arriver que c'est que l'enfant, c'est un enfant speed, il court, il marche vite, il se déplace très rapidement dans la pièce, et là, le chien, il va réagir vite au mouvement. Si c'est pas le cas et que l'enfant marche tranquillement, bah là, le fait de faire des sas aussi de décompression ou des endroits un peu séparés, notamment avec les fameuses barrières, ou avoir des temps pour chacun, ça peut aider à ce que l'enfant, il descende sans qu'il y ait le chien au contact direct, derrière sa petite barrière. L'enfant va s'installer à table et on va laisser venir. L'idée, c'est toujours d'avoir ce réflexe d'aménager en fonction des situations où est-ce que le chien réagit le plus, s'il réagit. Et après, ne pas toujours tout appréhender parce que des fois, on va se dire, ah, c'est un chien qui vient d'arriver, un chien de refuge, attention, il y a plus de danger. C'est pas du tout forcément le cas. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'histoire du chien et son état émotionnel et ses besoins et après de s'adapter. Mais c'est pas parce que c'est un chien de refuge qu'il y aura plus de risques. Avec un chiot, il peut y avoir des risques et il peut aussi ne pas avoir de risques et que tout se passe bien, en fait. Donc, c'est vraiment laisser le temps et prendre de l'espace, mais surtout le moins imposé pour pouvoir, en fait, découvrir la personnalité du chien aussi et de s'adapter en fait entre chacun et par rapport aussi aux enfants parce que les enfants des fois ils reçoivent enfin il y a un chien qui arrive à la maison mais ils ont pas forcément choisi eux, c'est plus les parents, donc il faut aussi parfois les rassurer, les mettre en confiance s'ils ont des appréhensions ou voilà, enfin canaliser un petit peu tout. En fait on va vraiment prendre en compte l'ensemble, c'est jamais que le chien, Bien sûr. c'est tout l'ensemble de la famille. C'est pour ça que je conseillerais à la limite de se faire accompagner si on a des doutes par un comportementaliste en approche bienveillante bien sûr, pour pouvoir prendre en compte l'environnement et vraiment aménager les choses. Et même avant l'arrivée du chien, C'est ça peut être super bénéfique. Surtout s'il y a des difficultés à connaître le langage canin, et ben de venir à des séances ou des balades. Tu vois, moi j'ai eu sur les stages apprendre à lire le chien que j'organise, il y a des enfants qui venaient avec leurs parents. Ils avaient pas de chien, juste pour s'informer, donc c'est génial. C'est l'idéal d'anticiper, c'est C'est ça. l'idéal. Et tu as parlé des moments critiques comme la nourriture, par exemple. Est-ce que tu peux dire un mot pour les personnes, les particuliers, qui sur la protection de ressources? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut enclencher? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la protection de ressources, bah, à la base tu dis ça existe chez n'importe quel chien qui a une ressource rare, qui veut la protéger parce que comme toi t'as pas envie qu'on te pique ton téléphone, c'est normal. Là où ça devient problématique, c'est que c'est par exemple dès qu'il y a de la nourriture, le chien on est en train de manger, le chien va réagir, il va empêcher l'accès ou il va pas supporter que quelqu'un soit dans la pièce par exemple, ou réagir de manière plus ou moins forte. Justement, plus on va écouter les signes que le chien envoie, moins il va avoir à réagir fortement. Si on n'écoute pas, il va se dire, ok, j'ai par exemple, je t'ai fixé, j'ai levé les babines, j'ai grogné, tu m'entends pas ou tu m'empêches de communiquer, je vais aller plus loin. Et là, on peut avoir des agressions plus fortes comme mise à distance avec l'aboiement, les pincements ou les morsures. Euh, Encore une fois, c'est pas parce qu'il le fait une fois que ça va être tout le temps comme ça. Mais l'idée, c'est de se dire, ça veut dire que ce chien, il a besoin d'espace. On va lui laisser un petit peu un temps où il peut manger seul, sans être sollicité. Si tout est ouvert dans la maison, les fameuses barrières, ou manger à l'extérieur, ou que les enfants soient à l'étage, ou tout le monde est posé dans le canapé et lui il mange tranquille. Enfin, de vraiment veiller aussi en regardant le langage de notre chien, qu'est-ce qu'il a besoin. Mais de pas chercher à mettre la main dans la gamelle, parce que ça, c'est ce qu'on entend souvent. Le premier conseil, c'est comme il y a des enfants, faut pas qu'ils réagissent, donc on va mettre la main dans la gamelle plein de fois
pour qu'ils disent rien. Et en général, ils mettent la main dans la gamelle, le chien grogne, on lui dit non, non, pas bien, etc. Si c'est pas plus. Et le chien, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il peut être résigné. Ça veut pas dire qu'il est à l'aise avec ça. Et ça pose vraiment de gros problèmes et de grands dangers, de grands risques, et on peut avoir justement des accidents à cause de ça. Alors que si on voit que les chiens sont déjà pas à l'aise, on va le laisser tranquille. Et après, en fait, qu'ils se rendent compte que à la limite, s'il y a des humains, c'est pour lui donner plus de nourriture ou lui laisser accès à la nourriture plus loin, mais vraiment qu'on l'embête jamais. C'est vraiment tout l'inverse que des conseils de base, si on veut éviter les accidents, les problèmes. Oui, oui, et de répéter que la protection de ressources n'est pas un choix, c'est vraiment un stress qui Ouais. déborde le chien lui-même. Alors, il ne choisira pas de réagir, hein, ça vient vraiment du système nerveux, c'est vraiment au-dessus de sa capacité, donc il réagit. Donc on ne punit pas parce que c'est un cercle vicieux, ça sert à rien. Et au contraire, on fait redescendre cette pression, ce volcan qui est le stress, en aménageant là aussi l'espace, en expliquant aux enfants quand il a un os, tu l'ignores, et c'est quoi ignorer un chien? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est vrai que quand on dit, même nous, à des adultes, ignorer, les gens ont beaucoup de mal, en fait. C'est toujours à regarder, à réagir, à se pencher au-dessus. Ignorer, c'est vraiment, c'est comme si tu arrives dans un métro ou dans un train, tu veux pas voir la personne qui est en face de toi, tu dis, oh là là, c'est le mec que je peux pas voir. Tu vas, voilà. Là, si Véro me fait ça, je vais dire, je crois qu'elle va même pas. En fait, c'est vraiment, tu tournes le regard. T'es clair au niveau du langage corporel. Mais si tu me regardes comme ça et tu me fixes, et là, moi, je vais me dire, elle veut quoi là? Enfin, je comprends pas déjà ce qu'elle veut. Et ça peut même être menaçant. Donc, c'est vraiment tourner le regard, tourner la tête, et pas chercher encore une fois en fait, à voir les choses d'un point de vue humain. Parce que le grognement, par exemple, peut être perçu comme une menace, enfin, une provocation. Non, le chien, il a pas faire ça, sinon il va mordre. Donc, je comprends les gens qui ont peur, les parents qui peuvent avoir peur pour leurs enfants. L'idée, c'est plus questionne-toi sur pourquoi ton chien fait ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et si on dit d'ignorer, c'est vraiment, bah, pour les enfants, on leur apprend, c'est fais le poireau ou la statue, c'est en mode, tu bouges pas, tu regardes ailleurs et surtout, tu cours pas. Parce que plus tu vas courir, plus il va courir. Et si le chien grogne, c'est ok, tu ne bouges pas, tu tournes un peu la tête. On dit aux enfants, on va laisser tes parents gérer aussi. C'est pas à un enfant de gérer les situations, surtout jeune. Et même quand on voit des ados qui vont promener leur chien, bah faut faire attention. Il y en a qui peuvent le faire, mais en fait ça va dépendre du chien, du gabarit et puis même de s'il y a des problématiques ou pas. Et à la maison c'est pareil. Les parents ont un rôle ils ont une responsabilité en fait. C'est pas l'enfant qui doit gérer ou intervenir. Non, c'est t'as des parents qui doivent être cohérents et avoir le même langage, on va dire, parce que ça peut vraiment poser problème pour apaiser. Et après, de se dire, si mon chien grogne, là, ou s'il fait la protection de ressources, c'est quels sont ses besoins? Besoin d'espace, besoin de protéger, mais parce qu'il a peut-être manqué. Mm. Peut-être qu'il a peur qu'on lui pique parce qu'on lui a piqué longtemps. Et si on l'apaise là-dessus, bah, le chien, c'est expliquer que, bah, en fait, il va avoir moins besoin de réagir. Et à un enfant, on lui dira, c'est pareil, regarde. Si tous les jours, je viens vers toi et je te pique ta console, tu vas faire quoi à chaque fois? Dès que tu vas me voir arriver, tu vas réagir, tu vas me disputer, tu vas me pousser, j'en sais rien, ou enfin, tu auras une réaction qui va augmenter de plus en plus si je t'écoute pas. Mais plus je vais t'écouter, plus tu vas être apaisé, et c'est normal. Et dire qu'un chien grogne, c'est pas normal, c'est ça qui pose Ouais. problème. Il faut accepter Oui, oui, l'encana et qui est le chien et quels sont ses besoins à lui je aussi. pense Il a pas choisi. ouais, je pense que c'est des rappels vraiment importants. Et d'ailleurs, on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, soit de protection de ressources, justement, qui font rire, soit d'enfants qui sont sur le chien. On voit les chiens qui expriment des signaux, etc. Donc, comment on peut expliquer le consentement? Alors, t'en as déjà beaucoup parlé, mais et ton point de vue sur toutes ces vidéos et pourquoi il y a autant pourquoi il y a autant de travail à faire sur quelque chose qui font rire les gens alors que c'est dramatique en réalité. Je pense que déjà, mais c'est notre société, c'est qu'il faut qu'on change de regard sur la nature, sur les animaux. C'est non, l'humain n'est pas au centre de tout. Non, l'humain ne doit pas décider de tout, et que en fait, faut accepter déjà que l'autre, c'est pas nous, et que déjà même en tant qu'humain, toi t'es pas moi, moi je suis pas toi, et qu'on a chacun nos limites, nos besoins. Et le consentement, c'est justement apprendre que l'autre a le droit de dire déjà s'il a envie ou pas envie, et qu'on doit lui demander en fait. C'est la base. Et en fait, comme les chiens, il y a les petits poils, le côté peluche. En fait, nous humains, avec notre vision, on pense que déjà la caresse c'est toujours une récompense, c'est toujours de l'amour qu'on donne. Sauf que savoir donner de l'amour, c'est aussi respecter l'autre et l'écouter.
Et en fait, imposer des choses, c'est pas forcément la bonne manière d'aimer parce que en fait là, ça va que dans un sens, on est dans un système relationnel où les deux doivent pouvoir dire. Le chien, peut-être des fois il va vous solliciter et on n'est pas tout le temps dispo, hein, et on le dit au chien. Bah pourquoi il aurait pas le droit de le dire? Parce qu'il faut changer cette vision du chien soldat, du chien qui doit faire tout ce qu'on veut, qui n'a pas de droit en fait. Et ça, c'est une vision de l'éducation canine qui est encore très présente. Et une vision du chien, le chien peluche, parce que merci les Disney, les trucs comme ça, où le Ouais. chien bisounours, Les les pubs. livres. Et en fait, ça, on voit, bah, comme on a une vision du chien, tu sais, même le Rottweiler qui va grogner, tu sais, il a une bouille. Donc, il a une bouille mignonne. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis, ils avaient à un moment parlé d'une étude où les enfants, en fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, apparemment, quand le chien montrait les dents pour mettre à distance, les enfants, voilà, percevaient comme un sourire. Ouais. Et donc, évidemment qu'il y avait un petit souci. Et encore une fois, là, je le vois, surtout avec certaines races, les Rottweilers, j'en ai vu beaucoup, des vidéos, tu vois le chien grogner. Tu vois les campions et c'est, regarde, c'est sa façon de communiquer en tant que Rottweiler. Non, non, tu vois tous les oreilles en arrière, le blanc des yeux, la tension dans le corps. Et les gens, en fait, trouvent ça drôle. Mais t'as aussi cette vision sur, moi, je suis supérieur et de toute façon, il a rien à dire. Et qui dit quelque chose, c'est pas possible. Donc le fait d'accepter que l'autre déjà c'est un individu à part entière, que déjà on lui a imposé de vivre chez nous, donc on peut quand même lui laisser des droits, et il a le droit de dire non c'est pas possible, j'ai pas envie. Et commencer aussi cette éducation avec nos enfants, c'est leur apprendre aussi eux à demander le consentement aux autres, mais même aux autres congénères, à leurs humains, aux autres humains en fait, aux autres enfants, de dire bah non, on n'impose pas, mais à nous-mêmes en tant que parents aussi, c'est à nous de faire attention et d'être là-dedans aussi que l'enfant se rende bien compte qu'on est plus à proposer à notre chien plutôt que d'imposer. Et exactement la même chose avec nos enfants. En fait, c'est de trouver des équilibres. Et le jour où le chien, on lui a fait une caresse alors qu'il n'a pas voulu, ça sera pas la fin du monde. Parce qu'ils sont tolérants et qu'on fait tous et que moi, avec Bien ma sûr. chienne, je suis pas tout le temps à lui demander son consentement. Comme elle vient pas demander mon consentement tout le temps. On en parlait avec Camille ce matin en balade collective. C'est en mode, non, des fois, ils viennent aussi, mais c'est un équilibre. Et justement, s'il y a une bonne écoute mutuelle, il y aura pas des grosses tensions. Mais s'il y a un déséquilibre et que les besoins sont pas assouvis de tous les côtés et que tout le monde est un peu perdu, là, ça peut vraiment créer des problèmes et notamment des risques d'accident. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se faire accompagner, mais par les bonnes personnes, avec des personnes à jour et qui soient pas avec les idées reçues à l'ancienne et toujours se dire, je me mets à la place du chien. Quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il ressent? Oui. Comprendre un peu plus. Ouais, oui, c'est ça. On vise pas effectivement d'être parfait, d'être des robots, hein, bien évidemment, mais simplement d'informer qu'un chien qui vient, c'est pas forcément pour une caresse, c'est peut-être juste pour sentir, voir, voilà, et d'être en proximité, mais le côté tactile, voilà, ça peut prendre du temps. Je voulais aussi aborder, tu sais, ce qu'il va y avoir autour de l'excitation. Par exemple, un barbecue, souvent des accidents arrivent comme ça. Il y a les invités, le barbecue, la piscine, les jeux de balles et tout ce joyeux monde. Et puis tout d'un coup, c'est trop et il y a accident. Euh, Comment, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre comme message par rapport quand il fait beau, tout est ouvert, etc. C'est pour ça que c'est toujours une question de connaissance. Déjà, il faut connaître son chien. Comment lui, il est quand il y a du monde, quand il y a de l'excitation? Est-ce que c'est quelque chose où il est OK, mais vraiment OK en mode je m'en contrefous, je vais me poser et moi je suis assez indépendant et au niveau émotionnel, il n'y a aucun problème, je suis en capacité de faire face à tout ça. Ou si c'est déjà compliqué parce que c'est un chien qui monte vite en excitation, qui est très sensible et tout, c'est de se dire ce chien-là, dans cet environnement-là, avec les invités, avec tout le bordel qu'il va y avoir, il sera pas à l'aise. Donc déjà, est-ce que je le laisse dans la maison? Est-ce que je le fais garder? Parce que c'est un gros événement et que voilà, peut-être de le faire garder chez quelqu'un, ça sera plus bénéfique. Sinon, c'est d'aménager des espaces dans la maison, mais ça, c'est pas le jour J qu'on va y penser. Faut en amont se dire ce chien-là, il soit déjà habitué à rester des fois seul dans la maison, dans d'autres pièces ou derrière des barrières. Pas que quand il y a des invités, sinon ça va être injouable. Pas que quand il y a des enfants. Si c'est un chien qui est pas à l'aise avec les enfants et qu'on le met en contact avec des enfants et qui a en plus cette excitation, au niveau émotionnel, ça peut être un trop plein. Et là, on peut avoir des décharges. Et le chien, en fait, qui au bout d'un moment, en fait, c'est trop, il décharge et il peut même arriver à mort. Et là, en général, c'est parce qu'il y a des signaux qu'on n'aura pas vus. Et un chien qui est très excité ne veut pas dire qu'il est content, forcément. Ce qu'il faut regarder, c'est comment il est d'habitude. Et là, quand tu vois une grosse différence, tu dis, ça doit te poser question. Est-ce que c'est aussi l'environnement qui crée ça? Est-ce que tu sens qu'à un moment, il déborde et qu'il a du mal à contrôler un petit peu tout ce qu'il fait?
Est-ce que tu sens que même les enfants autour du chien, ils sont très très présents, très très insistants? Mm. Bah là, il faudra peut-être se dire aussi que notre chien, il peut en avoir marre et être fatigué. Donc là, il faut vraiment aménager les espaces et être clair aussi avec les enfants, en leur expliquant les règles. Regarde, Bobby, il est dans la maison. Si tu vas aller aux toilettes, bah, je vais te demander d'y aller, voilà. Si là, enfin, je vais te demander de me demander, voilà, quand tu veux y aller pour pouvoir laisser le chien ou s'éloigner, par exemple. Et si c'est dans le jardin, bah, d'être conscient que l'excitation avec les jeux de balai et tout, le chien peut réagir, avoir tendance à courir derrière, à sauter, à mordiller. Bah, vaut mieux qu'il soit pas en contact du tout si c'est compliqué. Et après, apprendre aux enfants, bah, regarde, tu t'approches du chien, marche doucement. Même si tu vas là, tu vas rentrer dans la maison, bah, regarde, arrête de courir, marche Ouais, tranquille. En fait, on va leur apprendre aussi, mais ça, c'est pas le jour J avec tous les invités qu'on va briefer tout le monde. C'est soit notre chien, est-ce qu'il peut être là ou pas? S'il peut pas, eh ben on fait garder, ou soit on aménage les espaces et on briefe les invités pour que chacun respecte aussi les espaces. Mm. Oui, C'est parce pour ça que que même avec, ça peut être en plus confondu avec du jeu. Tu vois, effectivement, tout est joyeux, tout est extra, et alors que le chien, là, il n'est plus du tout en capacité de redescendre, de se réguler, et il est embarqué là-dedans. Et ça peut être ces moments-là qui sont critiques. bah c'est parce qu'on l'interprète comme du jeu. C'est pour ça que la connaissance, c'est la base de tout. C'est d'arriver à comprendre que c'est pas parce que le chien a la queue qui bouge qu'il est content. Quand il s'agite et qu'il fait la fameuse position où on dit d'appel au jeu, où il y a euh, les pattes avant baissées et l'arrière-train relevé, qui veut jouer, des fois c'est aussi une mise à distance. C'est pour ça qu'il faut regarder la raideur, et des fois il y a des chiens qui vont faire ça, aller vers l'enfant, et des petits coups de gueule, et en fait c'est pour dire va-t'en, va-t'en. Et là les enfants, ah c'est trop drôle, ils s'amusent, ils courent en plus, ils le font, et après t'as le chien, et il mordit, et après on va dire, il mordit ou il mord, on va dire bah non mais ils jouaient ensemble et tout, non non en fait on n'était pas dans le jeu. Ouais. Donc déjà savoir quand un chien joue ou pas, c'est ultra intéressant et de pouvoir comparer et de se dire, mon chien d'habitude il est super calme, là il est super énervé. Ça peut être aussi de la fatigue nerveuse, donc être vigilant aussi par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut être disponible. Est-ce que cette journée-là, en fait, est-ce qu'on aura le temps de s'occuper de notre chien? Là, on va être avec les invités, s'occuper de tout le monde. On pourra pas avoir les yeux partout. Donc, il y a un moment, il va falloir regarder un petit peu plus ce qu'il en est pour pouvoir capter si notre chien c'est ok ou pas. Et si je peux pas, bim, séparation. Mais comme quand on a un enfant à la maison avec son chien, si ils peuvent pas être ensemble, bah séparation à des moments. Quand on est en train de faire la cuisine ou je sais pas quoi. En fait, on prend pas de risque et en fait, on est plus apaisé derrière et on connaît mieux son chien. Et notre chien nous connaît mieux l'enfant aussi derrière. Les réactions de chacun. Et d'ailleurs, est-ce que comment le reconnaître l'inverse qu'un chien et un enfant jouent? À quoi ils peuvent jouer? Comment ils peuvent jouer? Qu'est-ce que Donc, alors déjà, il y a Denis qui dit et les pattes sont plus parallèles. En fait, il faut regarder toute la tension dans le corps. En effet, quand il y a cette fameuse position, est-ce qu'on est déjà dans une interaction où chacun s'entend, s'écoute? Est-ce que c'est par exemple le chien qui va venir? Est-ce que c'est des mouvements contrôlés plus ou moins quand même? Est-ce que c'est l'enfant? Enfin, en fait, il y a vraiment un échange entre eux déjà. Euh, c'est le chien qui arrive, mais l'enfant en plus qui est pas du tout OP et qui regarde, enfin qui est pas du tout en interaction avec le chien, déjà c'est pas bon non plus parce qu'il faut que les deux soient ok. Après dans les jeux, bah, dès le départ, ce qu'on peut apprendre à l'enfant, c'est expliquer aussi l'impact des jeux de lancer, puisque dans certains cas, ça peut être pour des chiens qui montent vite en excitation, ça peut être vraiment très problématique. Et dans les cohabitations avec des enfants, je l'entends souvent où les chiens courent après les enfants parce que les enfants jouent à la balle, ont lancé, ont couru partout. Le chien il est monté en pression, il a déchargé, il a sauté dessus. L'idée c'est plus, bah regarde, on va par exemple montrer à l'enfant comment cacher un jouet, comment cacher de la nourriture, être dans des stimulations plus mentales ou même dans des interactions où on a déjà vu des fois des petits bébés ou quand une petite balle toute tranquille là et il y a le chien qui est en face mais couché, on va regarder sa position. Est-ce qu'il est relativement détendu? Est-ce que le corps est assez souple? Et des fois c'est le chien, il va juste faire un petit coup de museau, la balle va rouler, l'enfant il est là, il rigole, il s'attend, après il relance. En fait, il y a un échange, il y a des temps de Mm. pause. Et on n'est pas dans la surexcitation, c'est ça qui est important. Oui, Mais il faut voilà, apprendre à lire encore une fois le langage et en se disant, plus on va aller dans la stimulation mais sans surexciter, plus chacun va être à l'écoute. Et pareil pour un enfant, si on va le monter en pression, il risque de perdre le contrôle à un moment et de faire tout et n'importe quoi. Donc, je pense que c'est déjà aussi revoir la notion de jeu et qu'est-ce qui est du jeu ou pas. Et après, de pouvoir savoir comment interagir, mais encore une fois, par rapport à la connaissance qu'on a de notre chien en disant, pour lui, c'est OK, ce type d'interaction, ou sinon pas plus. Et si c'est par exemple des contacts qui sont un peu plus difficiles au niveau rapprochement, bah, ça peut être l'enfant qui va aller disperser de la nourriture, disperser des jouets, et, faire de la recherche avec, ou du man trailing à l'extérieur aussi, ça peut être très ouais. bénéfique.
Donc il y a plein de choses autour du flair qui peuvent être intéressants et on implique vraiment l'enfant là-dedans. Oui, absolument. Absolument. Et il peut faire des petits parcours comme dans le jardin ou quoi. Ça peut être très intéressant et correspondre à quelque chose d'un peu plus calme. On approche bientôt de la fin. J'ai une idée en tête. Alors, je rebascule sur les mordillements du chiot qui sont Ouais. normales. Le chiot découvre le monde avec sa gueule et il va mordiller, hein. D'autant qu'il peut avoir aussi des douleurs. On peut penser à ça avec les dents qui poussent, etc. Donc, ça peut faire mal des dents de chiot. Là-dessus, quels sont tes conseils et comment faire avec les enfants? Bah, retirer les dents du chiot. Non, je rigole. Non, alors bah déjà c'est aussi encore une fois anticiper et observer. Non, alors un chiot comme tu dis, déjà ça a tendance à mordiller. Mm. Donc c'est déjà l'expliquer à l'enfant aussi et repérer les moments où ça arrive le plus. Des fois c'est à l'arrivée, l'enfant qui rentre de l'école ou qui descend de la chambre, qui sort de la chambre. Donc là, encore une fois, c'est veiller à ce que l'enfant puisse aussi marcher calmement ou s'arrêter. Ça peut aider. Et si c'est compliqué, c'est aussi peut-être avoir les fameux aménagements, barrières, pour pas que, en fait, ces moments d'excitation soient différés et en fait, enfin, qu'il n'y en ait même pas. Puisque en fait, la rencontre qui pose problème, elle va pas se créer puisque l'enfant va par exemple s'installer à table pour aller goûter et le chien viendra après. Mais comme il y aura plus ce mouvement, ça va aider. Les jeux, ça c'est énorme. Si on est dans des enfants qui vont solliciter le chien, qui vont beaucoup courir, beaucoup exciter le chien, le chien peut avoir tendance à mordiller parce il est déjà très sensible au mouvement. Et dans certains cas, même, ça peut être aussi pour faire stopper. Arrête de courir, le chien il court derrière, les enfants sont, ah, c'est trop drôle le tout. Le chien essaie de le stopper et il s'énerve davantage. Et en fait, donc là, c'est vraiment repérer encore une fois dans quel contexte ça apparaît pour identifier. Et comme ça va permettre de voir, bah non, mais en fait là, il mordit tout le monde, mais même les enfants, c'est parce qu'il a mal aux dents. Il faut identifier le type de relation, d'échange qu'ils ont entre eux. S'il le fait surtout sur un enfant et pas sur l'autre, pourquoi? Bah, est-ce que c'est des échanges un peu plus vifs d'habitude ou est-ce que c'est un enfant qui a très peur et qui réagit très vivement et qui se met à crier ou à courir? On va l'aider à canaliser. Et lui, on va pas le mettre en difficulté non plus l'enfant. S'il a mal ou s'il a peur, eh ben, on aménage des espaces. On fait des rencontres plus en extérieur, plus en balade pour pouvoir gérer que, en fait, il commence à avoir des rencontres parce que le piège, c'est de toujours séparer et qu'il n'y ait jamais d'interaction en fait entre eux et que là en fait bah, dès qu'ils se retrouvent c'est un événement, tandis que si on le fait à l'extérieur et que le chien il fait sa vie, il peut sentir, l'enfant il va voir déjà le chien ah ça va en fait il s'occupe pas trop de moi, l'enfant va apprendre à se déplacer différemment, il y aura moins d'excitation et le chien peut banaliser l'enfant. Donc tout ce qui va être trop rare peut perturber. Et après c'est aussi l'histoire des caresses. Si un enfant où on lui apprend pas aussi à écouter les signes du chien qui caresse à tout va, l'enfant enfin le chien peut dire aussi stop en mordillant. Oui. Et si on n'a pas identifié à quoi c'est dû, on va être là sur le chien. Non, c'est pas bien, non, c'est pas bien. Ouais, mais pourquoi il le fait? Est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a mal aux dents, est-ce qu'il est gêné? Enfin, C'est ça, c'est tout un. et de pas repousser parce que là, ça va créer, en fait, de prendre de la hauteur pour pas écrier sur le chien et pas le repousser parce que pour le coup, ça peut, les mains peuvent redonner encore plus envie au chiot de mordiller. Donc, et j'ai remarqué en tout cas. Quand même chiot déjà commencé les balades de qualité, petit à petit, quelques rencontres canines, ça va faire descendre ça aussi. Bah, ça apaise parce qu'en fait, le chien, on lui répond à des besoins de base et après, c'est aussi, il rencontre d'autres individus qui peuvent l'aider aussi à s'apaiser. Et en fait, on n'est pas focus aussi sur que la famille. C'est C'est ça. ça le fait. Surtout quand on a un chiot qui arrive, tout le monde va être derrière. Ah, c'est trop mignon. Et en fait, il y a aussi la fatigue. Un chiot qui dort pas suffisamment peut aussi mordiller. Donc, en fait, c'est aussi expliquer tous ces besoins-là. Et justement, oui, dire à l'enfant, attends, ok, bon, là, on est en crise, il va mordiller. T'inquiète pas, je vais être là. Donc tu fais ta statue, tu bouges pas, et après nous en tant que parents, on va intervenir pour demander au chiot de laisser, en s'approchant, en lui demandant de laisser et en s'éloignant, et après quitte à mettre les fameuses séparations. Enfin, on intervient, mais c'est aussi dire euh, dans les adultes, il y a un qui va prendre le rôle à ce moment-là de pouvoir interagir. C'est pas tout le monde en même temps. Ouais. C'est pas tout le monde qui va bouger, mais d'avoir ce réflexe de non, il mordit, c'est pas le premier réflexe à avoir, c'est pas de bouger et tout. Évidemment, on va pas laisser mordiller pendant 15 ans une personne ou l'enfant, nous, on va interagir, et c'est des fois, on va hausser le ton si vraiment c'est trop et que ça fait mal, parce que le but, c'est pas qu'il y ait un risque que l'enfant ait mal, mais en fait, c'est de comprendre. Si on comprend jamais pourquoi le chien mordit,
ça arrive souvent qu'on est dans un cercle vicieux et qu'il y a un problème en fait relationnel et qui s'installe et que les enfants ont de plus en plus peur, le chiot va réagir de plus en plus et en fait on est en galère. Ouais. Donc l'intervention du comportementaliste aussi pour prendre du recul et de se dire attends, là c'est lié à un besoin, là c'est lié à ça, enfin voilà, de comprendre un petit Et peu c'est ça. ce que ça veut dire. Et on le rappelle, les bilans comportementaux, ils durent 2 heures. On regarde tout, on va, voilà, ça va être vraiment très complet. Et ça va être un accompagnement non pas du comportement mais de tout l'ensemble et des besoins du chien et de la place dans la famille. Donc, d'où le choix des professionnels. On arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que, pour les questions rituelles, est-ce que tu aurais un message à nous transmettre ou encore quelque chose que tu n'aurais pas eu le temps de dire sur ce thème? Bah, je pense que la priorité, c'est éduquons-nous, éduquons nos enfants à mieux écouter et comprendre le langage câlin parce qu'en fait, ils nous parlent et faut juste savoir les écouter. Surtout ça. Ça serait une idée de webinaire, t'en fais pas particulièrement pour les familles. Ça serait une bonne idée, je trouve. Hein. J'en ai un, c'est j'attends un bébé, j'ai un chien, j'attends un bébé. Il y en a un sur l'arrivée du bébé. Ouais, Donc, il y en a déjà un qui est disponible en replay. Mais après, non, faudrait que... ouais, ça Enfin, serait. il y a tellement de Je choses à faire. trouve que ça serait hyper intéressant, justement, avec des photos, tout ça. Ouais, bonne idée. Et puis, alors là, j'ai hâte d'avoir ta réponse. D'habitude, parfois j'ai la réponse de mes invités, parfois non. À la question rituelle, si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Et là, je ne sais pas et j'ai hâte de savoir qui tu vas. Peu importe Tu n'y as le pas sujet, réfléchi? peu importe le sujet. Ah bah oui, non, me donne pas un peintre ou un plombier, mais Ah merde, j'avais un collier qui était bien en ce moment, mais non. Sinon, je sais pas si tu as déjà interviewé la Corinne Martin au niveau l'aspect humain, communication avec alors l'humain. Corinne, en plus, je dois l'interviewer. Je ne suis pas retournée vers elle, mais Je pense que c'est on avait bien. animé une conférence sur les émotions ensemble, donc je l'avais rencontrée à cette période et je dois absolument l'inviter. Et Aurélie nous dit Madonna. Ah oui, Euh, oui, mais en plus je l'ai eu hier au ouais, téléphone. C'est con. ok. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Bon, je pense qu'il faut arrêter là parce que ça va partir, ça va partir en vrille. En tout cas, bah merci, c'était Merci cool, plein de messages encore importants qui peuvent paraître je vois qu'il y a beaucoup de pros ce midi qui peuvent paraître couler de source pour nous, mais pour les familles qui ne sont pas professionnelles, c'est vraiment des choses à redire et rappeler. Donc n'hésitez pas à partager. Oui. Juste un message justement par rapport à ça aux familles, parce que là, et puis même tout résumé, c'est un peu compliqué. On pourrait y passer 3 heures. Là, je pourrais t'expliquer un peu plus, mais de vraiment dire si les gens vous sentez dépassés ou même si vous avez des appréhensions, faites appel à quelqu'un de direct pour vous accompagner plutôt que d'attendre et de laisser installer des choses qui vont pas être cool ou qui vont être stressantes en fait. Vaut mieux même quelqu'un qui vienne faire un bilan en amont, même à l'avant l'arrivée du bébé, après l'arrivée du bébé, mais franchement c'est beaucoup plus relax et on se sent accompagné. Mais après il faut bien choisir son pro quoi. Voilà, Oui, c'est être ça sûr. aussi. C'est ça. Ouais, faut bien choisir le pro. Eh bien, écoutez, merci. Bonne journée Merci à à toi. tous. Merci. Je prépare le replay dans la foulée. Il sera aussi sur YouTube pour les personnes qui préfèrent. Et puis, comme disait mon grand-père, tu sais ce qu'il dit, mon grand-père? Non, c'est Il quoi? dit, prends ce que tu veux et laisse le Ok. reste. Et ben, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci, Romy. Merci, à plus. Bye bye. Bye.